Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de recevoir sur cette chaîne quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui a toujours des analyses très pertinentes et puis qui est un homme d'action. C'est un avocat, Maître David Guyon. Évidemment, vous le connaissez, il a sa chaîne YouTube, il est sur le réseau X également. Et puis, on va parler de différents sujets. Très concrètement, bonjour David, comment ça va? Bonjour Florian, très bien et vous? Bah, ça va, très bien. Ça va, ça secoue un peu dans tous les sens, mais ça va. On va d'ailleurs commencer, si vous voulez bien, par un sujet qui choque tout le monde. C'est évidemment l'armada qui a été déployée contre les paysans de l'Ariège. Enfin, on avait déjà vu quelques jours avant une scène assez similaire dans le Doubs, contre ceux qui refusent, les éleveurs qui refusent l'abattage total de leurs bêtes. Alors, c'était 208 vaches pour une seule qui avait été contaminée par la fameuse dermatose nodulaire contagieuse. Alors, c'est la doctrine européenne du dépeuplement total. Hein, bon. Euh, et on a vu, alors on avait beaucoup de patriotes sur place, notre référente de l'Ariège qui était là, on a mobilisé beaucoup. Et on a vu quand même une intervention des forces de l'ordre qui était délirante de brutalité et sûrement de disproportion. Est-ce que vous pensez que tout est légal quand on voit par exemple des grenades et du gaz lacrymo jetés depuis des hélicoptères, par exemple, sur les gens comme ça en dessous? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors effectivement, on est tout d'abord choqué. Choqué pourquoi? Parce qu'il y a une totale disproportion entre les moyens qui sont mis par l'État face à des agriculteurs, des paysans qui veulent défendre, et à juste titre, ce qui leur appartient, et de sauver les animaux qu'ils ont élevés pendant des années et qui constituent aujourd'hui leur seule source de revenus. Donc déjà, on attendrait autant de réactions pour aller déloger les dealers dans les cités. Ah, On voit un peu les priorités aujourd'hui de ce gouvernement et c'est quand même assez terrible parce qu'on sent qu'il y a vraiment une guerre qui est menée contre les peuples. Ça, c'est la première chose. La deuxième, le principe en droit, c'est que l'action de l'État est toujours présumée légale. mhm. Présumée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prétendez, même si vous savez que ça peut être faux, que le principe, c'est que quand l'État agit, c'est légal. C'est ce qu'on appelle le privilège du préalable, terme juridique un peu technique, mais qui veut dire que l'administration, l'État agit d'abord, et ensuite, vous, en tant que particulier, la seule chose que vous pouvez faire, c'est contester ensuite. C'est pour ça que les particuliers, les entreprises saisissent d'abord le juge pour aller contester les actions de l'État. On peut faire un parallèle par rapport aux événements des Gilets jaunes. On sait qu'on Tout à a fait. des condamnations de la France par les juridictions administratives, mais également par la Cour européenne des droits de l'homme, sur les techniques d'encerclement, les NAS qui étaient effectuées par les forces de l'ordre pour les manifestants. C'est un mécanisme qui a été totalement euh, condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, mais également par le Conseil d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, quand vous avez ce genre de manifestation, vous allez encadrer les manifestants, vous allez user de la force de manière parfois disproportionnée, comme c'est le cas ici. Donc clairement, bon, je pense que la priorité, c'était de ne pas intervenir pour les forces de l'ordre. Euh, et ensuite, vous allez contester devant le juge et vous allez faire reconnaître la responsabilité de l'État. Alors vous me direz, à quoi bon faire reconnaître la responsabilité de l'État? Le mal est fait. Mhm. Soit les manifestants ont perdu un œil, un bras, et évidemment, ils n'en ont que faire d'avoir une condamnation de l'État français. Soit les paysans ici présents bah, sont avec des troupeaux qui vont être abattus, et pareil, ils n'en ont que faire d'une décision de justice. Oui, mais pourquoi contester? Contester, ça permet deux choses. Le premier, ça permet que ça ne recommence pas. Parce que Mhm. quand vous faites condamner, et surtout une condamnation internationale, bah, ça envoie un très mauvais signal à l'ensemble des pays, mais aussi ça envoie un signal à l'administration qui doit se dire, bon, attention, on va être condamné, donc on doit quand même recadrer notre action. Donc, première chose, ça permet de modifier le comportement de l'administration. Ouais. Deuxième chose, pas des moindres, ça permet de faire indemniser, de faire réparer. Alors oui, c'est en argent, ça ne vous rendra jamais vos animaux, ça ne vous fera jamais repousser un bras, mais c'est un moindre mal. C'est un moindre mal. Et vous le savez, dans un monde capitalistique, l'État qui est condamné à indemniser, bah, c'est peut-être aussi une manière de l'inciter à être un peu plus respectueux de nos libertés fondamentales et à éviter d'aller dans Bien sûr. ces comportements qui sont quand même assez assimilables à des régimes autoritaires. Donc,
Ce que j'ai envie de dire à ces agriculteurs, c'est évidemment continuer de tenir et d'occuper le terrain. Un acte juridique, une décision d'abattage, c'est avant tout la traduction d'une décision politique. Bien Donc, sûr. ça se combat à la fois devant les tribunaux, ça c'est la première chose, mais ça se combat aussi sur le terrain. Et là, pendant l'action, vous recommandez de tout filmer, de faire des directs. On a vu beaucoup de directs, par exemple, de l'Ariège. Je pense que c'est bien que, enfin, il n'y a pas d'illégalité là-dedans. Tout est bon. On peut tout faire. Non, parce que parfois, il y a Votre... des pressions. Alors, moi-même, je l'ai vécu, hein, parce qu'on avait fait une action anti-Mercosur. On a vu une armada de policiers arriver contre nous. On a eu des gardes à vue, etc., contre une action patriote. Mais on nous disait, ne filmez pas, ce qui est illégal. On a le droit de filmer. Parfaitement le droit de Vous avez filmer. le droit de filmer. Faut le La dire aux chose, gens, ça. c'est il faut éviter de filmer les visages des forces de l'ordre, puisque ça peut atteindre à leur droit à la vie privée. Bah, je vais vous dire, il n'y a plus de visage, hein, c'est devenu Robocop. Hein, donc, il y Voilà, a donc plus- à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, vos téléphones constituent vos gilets pare-balles. c'est ça. Donc vous avez tout intérêt à maintenir les caméras et à allumer pour qu'on puisse montrer au plus grand nombre des éventuels débordements. D'ailleurs, les forces de l'ordre le savent très bien, lorsqu'elles sont filmées, c'est souvent là où elles peuvent être poursuivies personnellement parce que on va pouvoir démontrer qu'il y a une disproportion manifeste entre les recommandations, les consignes qu'ont les forces de l'ordre en temps habituel et la manière dont elles ont exécuté ces consignes sur place. Là, clairement, vous êtes le préfet. Si vous ne voulez pas avoir une condamnation à la fois de l'État, mais aussi une condamnation personnelle, puisque vous êtes responsable hein, lorsque vous êtes le représentant de l'État, y compris à titre pénal, je pense il faut ne pas agir. L'intérêt général commande de ne pas agir. On va parler d'une jurisprudence que j'aime bien, c'est la jurisprudence Quiteas, terme un peu technique pareil, mais je pense que ça va vous rappeler certainement vos jeunes études. C'est un monsieur qui vivait en Tunisie, qui était à l'époque sous protectorat français, et il demande à l'État français dans un tribunal à ce qu'on expulse des Bédouins qui occupaient illégalement son terrain. Le tribunal lui donne raison, dit effectivement, ils occupent illégalement votre terrain, vous avez le droit de le faire expulser. Le préfet est saisi pour faire exécuter avec la force publique la décision de justice et le préfet décide de ne pas agir. Le sieur Quiteas va donc contester la décision d'inaction du préfet en disant bah, attendez, j'ai une décision de justice qui me donne raison et je vous demande, avec les forces de l'ordre, d'aller expulser les personnes qui occupent illégalement mon terrain. Eh bien, le Conseil d'État considère que cette décision est légale. Pourquoi? Parce que s'il était intervenu, cela aurait aggravé la situation, Oui, aurait donc porté atteinte à l'ordre public et donc, par conséquent, l'intérêt général commandait de ne pas exécuter une décision de justice. Vous voyez, c'est quand même très fort. Ça veut dire que l'État peut se dire qu'à un moment donné, il est peut-être plus intéressant de ne pas exécuter une décision de justice. Et c'est là-dessus qu'il faut les emmener. ouais. Ce qui suppose en fait de les remettre sur les rails de l'intérêt général. Parce que là, ils ont déraillé. Ils sont plus sur ces rails-là. Quand ils prennent ce genre de Voilà. décision comme hier en arrière, on n'est pas dans l'intérêt général. On est dans l'application idéologique et folle d'une décision. On, on est Euh, dans les mêmes mécanismes que la crise sanitaire, hein. C'est le ouais, principe de précaution poussé à l'extrême. oui, officiellement même, parce que on... moi, ça supposerait qu'ils aient une intention pure, à la limite, mais poussée à l'extrême. Or, en fait, si on s'intéresse à la doctrine vétérinaire sur la DNC, on voit que c'est pour des normes de commerce, en fait. C'est même pas. Il y a plein de vétérinaires, il y a des associations qui disent on peut faire parfaitement autrement, soit on isole, soit on abat une seule bête. Bon. Mais en réalité, là, on fait ça aussi parce que s'il n'y a pas ce tampon-là, nous, on ne peut plus exporter en Italie parce qu'il y a les règles européennes. Enfin, il y a des trucs, on applique des règles économiques toutes bêtes qui suffiraient de changer, en fait. Et enfin, c'est tout ça. Et bon. Mais en tout cas, derrière, il y a des vies et force à ceux qui résistent. On est avec eux. D'ailleurs, bravo à notre référente de l'Ariège qui a été très courageuse, qui nous a envoyé en direct des vidéos tout le temps aussi, ce qui permet de contrôler l'action de l'État. Et c'est très important. Et puis le bras juridique que vous incarnez, il est très très important, je crois aussi, hein, dans ce genre d'affaires. D'ailleurs, vous me dites que vous êtes en contact avec quelques paysans, c'est ça, hein, qui. Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait une émission sur le sujet, et puis Ouais, je me suis fait le plaisir d'écrire un article juridique pareil, sur cette thématique-là, en me disant ouais, ça sera un arsenal juridique qu'ils vont pouvoir évidemment déployer. Alors, cet article, il est évidemment incomplet et imparfait, certainement, mais il a le mérite d'exister et il permet juste de dire, vous avez quand même la possibilité d'utiliser aussi cette voie-là. Cette voie ouais. qui est une voie juridique, qui est une voie légale, et il faut aussi l'utiliser. Si On le vous trouve où, occupez le votre terrain, article? oui, pardon.
On peut le trouver où, votre article, votre analyse, on la trouve où? Sur notre site, je vous le mettrai en commentaire si vous voulez, et vous pourrez comme ça l'ajouter dans Sinon, je le la mettrai en lien. description. On peut le mettre en lien, votre site. On peut le mettre en lien. Effectivement, j'ai déployé toute une série d'arguments qu'on peut effectivement utiliser. Et surtout, j'ai expliqué quels étaient les mécanismes, les solutions juridiques qui étaient applicables, notamment bah, de faire un référé liberté, un référé suspension. Ouais, Et quand vous avez votre cheptel qui est abattu, de demander une indemnisation. Il faut vraiment les tenir par l'argent. Si on voit qu'à chaque fois, les paysans demandent des réparations conséquentes parce qu'on calcule précisément les montants des préjudices, je peux vous assurer que l'État va quand même regarder à deux fois avant de se dire qu'il va devoir indemniser et donc d'abattre tous les animaux qui sont visés. Donc je pense qu'on peut les tenir de cette manière-là. Et en tout cas, il faut le faire. il faut le faire de toute façon. De toute façon, il faut agir. Il faut pas se laisser faire. C'est évident. Ne serait-ce que pour des questions aussi de principe très importantes. Alors justement, vous êtes notre avocat sur deux dossiers pendants. On va parler un peu des deux. Le premier, d'abord, un petit point. On a expliqué depuis plusieurs mois à tout le monde qu'on a déposé plainte contre la Commission européenne présidé par Ursula von der Leyen sur un nouveau règlement européen qui crée plus d'opacité sur les décisions de la Commission, tout ça, les documents. Il y a eu de l'avancée, le dossier avance. Le dossier avance bien puisque on est dans la course. Le greffe nous a écrit pour nous indiquer que il attendait les écritures de la partie adverse, donc de la commission. Très Donc, on peut bien. dire, voilà, ça c'est une affaire qui tourne bien. On attend évidemment l'audience et je pense qu'on aura le plaisir, mon cher Florian, de se déplacer là-bas pour justement soutenir la cause des patriotes. Merci encore hein, de l'honneur que vous me faites de porter cette question parce que c'est véritablement une question d'intérêt général. Si on ne peut plus demander de compte à la commission, qui aujourd'hui est quand même celle qui décide de la manière dont nos vies vont se dérouler, c'est que à partir de ce moment-là, on ne pourra plus contester quoi que ce soit. Oui, c'est sûr. Merci à vous de prendre avec autant de professionnalisme ce dossier. Et puis, bien sûr, pour l'instant, on lui demande des comptes. Et puis, un jour, on n'aura plus besoin de lui demander des comptes. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'existera plus. Parce qu'on Que on Dieu vous sera, entende. on sera parti de tout ça. On a un autre dossier. Alors, celui-là, plus charnel, plus incarné. Il se trouve que, bon, je suis. Vous savez, quand on est un responsable politique, on est critiqué, etc. Il faut l'accepter. Hein, ça, il n'y a pas de. Je ne passe pas ma vie devant les tribunaux. Moi, je suis pas comme ça. Mais il se trouve que quand des gens vont beaucoup trop loin et attaquent mon honneur, mais à travers moi, l'honneur de tous les manifestants pour la paix, tous les patriotes, tous ceux qui se disent qu'il y a peut-être un autre chemin que d'entrer en guerre nucléaire contre la Russie. Eh bien, c'est le cas d'un dénommé Louis Duclos, que je ne connais pas personnellement. Bon, il est parfois invité sur des chaînes info par ailleurs. C'est un jeune qui travaille sur. Il a bien le droit d'avoir son opinion. Il est à fond derrière l'Ukraine, l'OTAN, l'UE. Ça, c'est son droit le plus absolu. Je suis en désaccord radical, mais il a bien le droit. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'il n'a pas le droit, par contre, de diffamer les gens. Et donc, je vous ai demandé de bien vouloir vous occuper d'une plainte en diffamation contre un dernier tweet qui était en plus très très relayé, enfin très vu, y compris par des gens qui le critiquaient, mais le résultat, bah, ça fait quand même de la pub. Et donc, il a été très, je crois, 300 000 vues, enfin un truc là, qui était très en nous traitant d'agents russes, en me traitant d'agents russes, il fallait mettre sous enquête, etc. Enfin, bon, des choses assez délirantes. Ce qui montre d'ailleurs comment ces gens-là réfléchissent. C'est intéressant. On ne peut pas avoir des convictions, en fait. C'est pas possible. On est forcément dépendant d'une puissance étrangère qui vous rémunère. Tout ça est assez révélateur. Et par ailleurs, on a découvert entre-temps que, par un dossier de l'Express, son nom était cité par l'Express, qu'il est en relation avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées pour recevoir des éléments de langage pour attaquer la soi-disant désinformation sur les réseaux sociaux. Donc je trouve que c'est intéressant, je n'avais pas pensé à cela. On a tiré un fil intéressant par cette plainte. Alors, on en est où exactement sur tout ça, cher maître? Alors, on en est pour l'instant, nous sommes sur la préparation de cette plainte qui est en cours de constitution. On a fait intervenir des huissiers, on est en train de vérifier Oui, un il certain faut nombre de. constater, les gens ne savent pas, mais il faut faire des constats d'huissier sur les tweets, il faut faire les choses sérieusement. Bon, on l'a fait. C'est très technique, évidemment, et donc on a des délais assez courts, il y a des règles procédurales quand même assez poussées. La diffamation, il ne faut pas y aller à la légère.
on a vite fait quand même de se planter, même lorsqu'on est un Ouais. spécialiste de la matière. Donc vraiment là, on est en train de se barricader dans tous les sens pour faire en sorte que cette plainte puisse aller jusqu'au bout, parce que c'est bien le risque de beaucoup de plaintes de diffamation et d'injures, c'est que bien souvent, elles capotent avant et elles capotent pour des raisons purement procédurales. Donc là, on est vraiment en train de se border comme il faut pour justement se ménager suffisamment de preuves et puis s'assurer que les règles procédurales seront bien respectées. Et on est en train de mettre un plan d'action en place avec vous. Donc, encore une fois, merci pour la confiance accordée. Et évidemment, vous avez tout à fait raison, l'honneur, surtout en politique, c'est quelque chose qui se gagne au cours des années, à la sueur du front et qui peut se perdre à l'occasion d'un tweet. Donc, vous avez tout à fait raison de vous battre sur ce sujet et je ne peux que vous appuyer. On a le droit d'avoir des convictions. On n'a pas le droit, en revanche, de diffamer ou d'injurier qui que ce soit en faisant passer pour des agents russes ou agents étrangers en train d'opérer sur le territoire français. Oui, oui, ce qui est une accusation grave. Par ailleurs, est-ce que vous pensez que, on va pas tout dire parce qu'on imagine que notre adversaire va écouter cette vidéo, on va pas tout révéler, hein. Il a le droit d'avoir sa stratégie aussi. Mais la question, c'est que ce dossier de l'Express peut être intéressant, peut-être, dans la procédure. On peut être amené à l'utiliser pour poser des questions, non? Bien sûr, moi, c'est bien qu'on vienne sur ce sujet-là. Quand on m'avait partagé cet article de presse, la première chose que je me suis dit, c'est quand même assez drôle de voir que l'État, finalement, fait appel à des relais privés pour aller pousser sa propagande. Pourquoi il le fait? Parce que pendant la crise sanitaire, je rappelle que l'État avait quand même le monopole de la prise de parole publique. Bien sûr. La BFM TV elle-même, la présidente de BFM TV à l'époque, avait Ouais. dit qu'il ne faut pas avoir de parole qui va à l'encontre de la parole gouvernementale. Moi, je ne savais pas que BFM TV était le porte-parole gouvernemental. Moi, je pensais qu'elle relayait des faits et que derrière, les personnes qui regardaient BFM TV pouvaient se faire leur opinion. Bon, bah, visiblement, ce n'était pas le cas. Et rappelez-vous, à l'unisson, la plupart des médias, y compris sur CNews, hein, étaient quand même relativement d'accord sur la manière dont la crise Ouais, sanitaire ouais, il y avait. était traitée. Ce qui, il faut le dire aujourd'hui, je pense qu'on est tous après d'accord, on peut quand même considérer qu'on était allé un peu trop loin dans certains sujets, fermer les rayons culottes, parce que évidemment c'était des lieux où on pouvait un peu plus se contaminer, boire votre café assis, debout, couché, enfin, et La donc plage dynamique, la plage dynamique. la plage dynamique, on a eu des petits capots qui se sont révélés être de véritables tyrans. Vous leur aviez donné un tout petit peu de pouvoir et ils se sentaient plus. C'était quand même une drôle de période qui démontre finalement que la collaboration pendant l'occupation allemande était, à mon avis, quelque chose qui était relativement similaire, avec des personnes qui étaient très complaisantes avec le système et qui ne voyaient pas à mal, qui pensaient d'ailleurs bien faire. C'est peut-être ça finalement le pire, hein, c'est un peu ce Mais qu'on aucune dictature ne fonctionne autrement en réalité. C'est la banalité du mal. La banalité du mal, exactement. C'est là-dessus que je voulais venir, mais en fait, on se rend compte que on est tout à fait prêt à revivre exactement les mêmes événements. Pendant mon enfance, lorsqu'on me parlait de la Seconde Guerre mondiale, je me suis toujours dit quand même, c'est assez dingue de se dire que certaines personnes ont considéré qu'il y avait une race supérieure et Ouais, qu'il il y fallait avait ça. exterminer toute une partie de la population. Je me suis toujours dit, c'est quand même extrême. Enfin, comment on en arrive là? Et la crise sanitaire est arrivée. Et là, Et on on a comprend compris des qu'en fait, trucs. c'est tout à fait possible. Ah, on a compris beaucoup de choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait un badge. Je ne suis pas un rhinocéros, référence à Ionesco, Tout à fait. qui expliquait comment un processus totalitaire se mettait en place dans une société. Bon, et donc là, bon, on ne le compare pas à ça, mais il se trouve qu'effectivement, Les mécanismes sont les mêmes. les Voilà, mécanismes sont les faut se mêmes regarder, et il mais est ce sont les mêmes qualifié. mécanismes. Alors, il n'est pas tout seul, hein, notre cher Louis, mais il est qualifié comme d'autres de collaborateur par l'Express du ministère des Affaires étrangères. Il est écrit, je reprends les termes, hein, l'État a besoin de relais. Donc, c'est un relais, il reçoit des éléments, ça sont les termes de l'article. Il est coaché par la responsable de la communication stratégique du ministère, qui est Marie-Doa Besancenot, qui avant était secrétaire générale adjointe de l'OTAN. Tout ça est intéressant, voilà. C'est un peu gênant parce que ça n'est pas dit sur son compte X, c'est pas écrit collaborateur du ministère des Affaires étrangères de fait. En plus, je crois qu'il y a une théorie administrative sur les. C'est un collaborateur occasionnel du service Voilà, public. c'est ça. Si effectivement il Ça, je l'ai appris intervient pour dans le ma compte de jeunesse. l'État, c'est un collaborateur occasionnel du service public. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est financé également par l'État Alors, pour... ils mettent qu'il n'y a pas de rémunération directe. La question, c'est qu'il y a bien d'autres manières de gratifier quelqu'un, hein. On est d'accord. Il y a plein de manières.
ne serait-ce En que tout cas, par... on va gratter, on verra où est-ce C'est que intéressant. ça va On nous peut poser emmener. des questions. On On va peut... conseiller à ce jeune homme voilà, de contacter un avocat, on échangera directement avec lui, hein. Bien sûr, Puis on réglera ce différend devant les tribunaux comme des grandes personnes. Mais clairement, ça n'honore pas le gouvernement français de se comporter de la sorte. Je pense qu'il y a et c'est ça. bien d'autres manières de faire, de porter la parole d'un gouvernement. On comprend, hein, c'est toujours un choix politique, etc. Mais je pense qu'il y a d'autres manières que de diffamer les gens ou de les Bien injurier sûr, ou de considérer que parce que vous n'avez pas les mêmes avis que vous, on doit vous réduire à silence. Parce que c'est ça qu'on cherche à faire. bien sûr. Oui, tout à fait. Voir vous emprisonner, tout ça. Enfin, on a des trucs qui deviennent très délirants, hein. Mais c'est intéressant. Une petite plainte en diffamation nous permet de tirer un fil et pour arriver à un gros scandale politique très intéressant. Euh, Vous avez été sensible, j'imagine, comme nous, comme les patriotes, à cette obligation vaccinale qui est contenue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour les résidents d'EHPAD et pour des soignants libéraux. Grippe, mais bon, le problème, c'est que, on l'a expliqué déjà, mais enfin, grippe, demain, grippe ARN messager, puis vaccin combiné, demain, grippe Covid, si on n'a plus le choix. Donc tout ça, c'est un pied dans la porte. Alors, c'est pas fini, le PLFSS va revenir au Sénat et à l'Assemblée. Ceci dit, il faut déjà prévoir les choses. On ne sait jamais si ça passe. Il y a des recours possibles, il y a des actions. S'il y a de nouveaux suspendus, on n'a pas encore de nouvelles en fait. D'ailleurs, est-ce que les soignants seraient suspendus? Eh bien, c'est tout l'enjeu finalement de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. On en avait parlé hein, sur votre chaîne la Tout à dernière fait. fois. Il y a trois informations qu'on n'a pas. La première, c'est quelle sera la nature du vaccin qui sera utilisé. Le deuxième, c'est est-ce qu'il aura plusieurs doses, une dose, deux doses, trois doses. Mhm. Et la troisième, quelles sont les conséquences d'un refus de vaccination? Est-ce que pour les résidents, on les met dehors? Est-ce qu'ils sont mis à l'écart? Est-ce qu'il va y avoir des protocoles sanitaires qui vont être mis en place à l'égard uniquement de ceux qui n'ont pas accepté la vaccination pour les résidents? Et pour les soignants, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sortent des effectifs, ils sont suspendus, on les affecte à des postes administratifs. Qu'est-ce qu'on fait de ces soignants qui ne souhaiteraient pas accepter cette vaccination contre la grippe qui, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on ne sait pas si on va être sur de l'ARN messager ou sur un vaccin traditionnel. Ça, ce sera dans un décret alors, parce que c'est pas dans la loi, ça. Ce sera un décret, Ouais, effectivement. D'ailleurs, l'article 20 hein, du projet de loi de ouais, financement de la sécurité sociale en parle. Il renvoie à deux choses, l'avis de l'autorité, de la haute autorité de la santé publique, la HAS, oui, et un décret en Conseil d'État. Clairement, c'est le décret en Conseil d'État qui va nous intéresser. C'est lui qui va nous dire sur les recommandations de la HAS, si c'est une dose, deux doses, quelle sera la nature du vaccin, et derrière, il pourra prévoir des conséquences en cas de refus de vaccination. Donc là, on pourra contester devant les tribunaux ces mesures. Mais attention, vous le savez, aujourd'hui, avec la loi du 5 août 2021, on mhm, a quand même élargi la fenêtre d'Overton. On a rendu acceptable l'idée qu'on pouvait donc suspendre des soignants qui refusaient une vaccination. On a rendu acceptable qu'une simple distinction de statut vaccinal puisse devenir une discrimination légale. Et c'est c'est ça vrai. vraiment le danger. Comment ils peuvent justifier de le mettre pour les soignants libéraux et un peu étendu, parce qu'il y a eu un amendement qui a étendu aux crèches, etc. Et par exemple, pas aux soignants hospitaliers, parce que je ne souhaite pas la généralisation, qu'on comprenne bien, je souhaite le retirer pour tout le monde. Mais comment on peut justifier ça en rationalité? Bah, vous savez, c'est une idéologie. Ouais, C'est la science qui devient une nouvelle religion à laquelle on serait tous contraints et forcés de croire. Et en l'occurrence, il n'y a pas besoin, lorsque vous êtes dans la croyance, d'être cartésien. et- Pourquoi? Eh bien parce que il faut avoir la foi en la science. Et donc, on va commencer par eux. Et évidemment, l'idée, c'est de diviser pour mieux régner. Quand vous mettez uniquement une partie des soignants, déjà, ils n'étaient pas très solidaires entre eux. On l'a bien vu, certains étaient totalement scandalisés que leurs collègues reviennent après la période du 15 mai 2023. Certains étaient des tyrans, des petits capots, parce que leurs collègues refusaient d'accepter une vaccination expérimentale. tout à fait. Donc la solidarité au sein de cette profession, elle est quand même inexistante. Donc là, si vous mettez en place une vaccination qui ne concernerait qu'une partie d'entre eux, vous allez les isoler, vous allez les diviser. Et c'est exactement ce que veut ce gouvernement. Il va commencer par eux, mais vous inquiétez pas, il ne va pas oublier les autres non plus, hein.
Non, non, tout à fait. Il faut bien que tout le monde se sente concerné. C'est très important ce que vous dites. Il ne faut pas tomber dans le piège de la division. C'est ce qu'ils piègent comme cela. Ils veulent piéger comme cela. Effectivement, en divisant. Bon, en tout cas, c'est un sujet. On va espérer d'abord que le PLFSS ne passe pas, parce que c'était à 6 voix près pour l'Assemblée. Donc, bon. Et ensuite, il y a peut-être aussi, je sais pas, une grande confiance en lui. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais le Conseil constitutionnel pourrait peut-être considérer que c'est un cavalier législatif. Certains Il disent pourrait ça. le considérer. Oui, il pourrait le considérer. Après, on connaît la position du Conseil C'est un constitutionnel point depuis qui n'a rien à 2015. voir avec la loi, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un point de la loi qui normalement ne devrait pas y être parce qu'il n'est pas en cohérence. Enfin, il n'a rien à voir avec le reste du sujet. Oui, c'est ce qu'on appelle Le Conseil un constitutionnel hors-sujet. Ouais. en censure beaucoup normalement. Il en censure régulièrement. Oui, mais regardez, la loi du 22 janvier 2022, je vous rappelle un Ouais, bon souvenir, qui a instauré le pass vaccinal vaccinal. en limitant la possibilité de satisfaire à l'obligation vaccinale et notamment à pouvoir aller dans les lieux de convivialité à des restrictions par rapport aux tests que l'on pouvait effectuer. Donc, il était beaucoup plus restrictif. Eh bien, ce pass vaccinal, dans cette même loi, vous avez des dispositions qui concernent les mesures de contention et d'isolement en matière de soins sans consentement Mhm. qui est pareil, qui n'avait rien à voir, ça n'avait rien à voir, mais il fallait le Mhm. faire passer, donc on l'a fait passer à cette occasion. Il y a certaines personnes qui avaient pas forcément bien lu ou bien compris les mécanismes d'isolement et de contention en matière de soins sans consentement et qui avaient pensé que les non-vaccinés allaient être sous camisole ou enfermés dans les hôpitaux. Non, ce n'était pas ça, ça concernait uniquement les soins sans consentement. On a encadré des mesures, des pratiques qui existaient déjà, donc ça a été plutôt bénéfique pour les personnes qui les subissaient, mais c'est vrai que ça n'avait rien à voir dans cette loi, mais ça n'a pas été censuré. Ouais, Donc, toujours pareil, l'idéologie. Un point, puisqu'on parlait de la plainte contre la commission Ursula von der Leyen sur l'opacité, organisée, pour l'accès à des informations et des documents. Il y a un point qui monte, c'est qu'on sait que les Macron, je ne parle pas du fond du procès, hein, les Macron vont porter plainte aux États-Unis, portent plainte aux États-Unis contre Candace Owen sur la fameuse affaire Brigitte qui ne cesse de rebondir puisque Brigitte fait parler d'elle tous les jours, hein, divers scandales. Mais en tout cas, il y a un point, c'est le coût, puisque la presse américaine, là, ils en parlent ouvertement, hein, leur avocat Tom Clare, je crois, a fait le tour des médias, et la presse a estimé aux États-Unis que ça leur coûtera entre 5 et 10 millions de dollars. Est-ce qu'on peut savoir par la CADA ou je ne sais quoi, est-ce qu'on peut avoir l'information de qui paye à la fin? Parce que eux prétendent que ça ne va pas être l'Élysée, que ça va être eux. Mais sauf que quand on regarde leur patrimoine déclaré, c'est impossible qu'ils payent 5 à 10 millions de dollars. Impossible. Ça représente plusieurs fois leur patrimoine, de nombreuses fois leur patrimoine officiel. Donc, il y a un problème. Est-ce qu'on a un moyen, nous, comme contribuables français, de saisir une instance pour savoir au final qui aura payé cette affaire? Si on va le faire, hein, si on peut le faire. Je vous le dis tout de suite. il fait bon d'être avocat aux États-Unis. C'est vrai que c'est vraiment Ah, ça, autre univers, un autre monde. Les sommes que vous avez évoquées me paraissent tout à fait raisonnables parce qu'effectivement, les avocats aux États-Unis sont pour la plupart quand même millionnaires lorsqu'ils ont des cabinets assez prestigieux. Et et Tom c'est pas Clare, je crois que c'est nécessaire. un des plus chers du marché, parce qu'on sait aux États-Unis, tout est assez transparent là-dessus. Et en plus, n'oubliez pas, les 5 à 10 millions, je crois que ça compte aussi un cabinet d'enquêteurs privés à côté, qui est aussi le plus cher Voilà. des États-Unis. Voilà, effectivement, le mécanisme est très différent. Vraiment, il faut expliquer un peu la logique américaine. Les avocats aux États-Unis, c'est une profession qui est beaucoup plus libérée et libérale. Ils peuvent faire du marketing, du commercial. Enfin, ce sont des véritables chefs d'entreprise. Voilà, il faut vraiment le comprendre comme ça. Et aux États-Unis, la question de l'argent est beaucoup plus libre qu'en France, où c'est pas forcément très bien de parler d'argent. Donc, Mhm. les sommes que vous invoquez, pour moi, ça me paraît effectivement quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Et il faut comprendre une chose, le mécanisme de fixation des honoraires est assez similaire à celui qu'on a en France. En France, vous fixez vos honoraires librement. Il n'y a pas de réglementation. D'accord? Aux États-Unis, Mhm. c'est pareil. Et vous pouvez, pour fixer vos honoraires, tenir compte de plusieurs critères qui sont pareils aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a tout d'abord effectivement la difficulté de l'affaire. Est-ce que c'est quelque chose qui va être technique ou pas? Là, je pourrais pas, je connais pas le droit américain, mais on peut estimer que ça va pas être un procès qui va être simple. Vous avez ensuite la notoriété de l'avocat. Et oui, un avocat ne vaut pas un autre avocat. C'est bien de le rappeler. Hein, on n'est pas tous égaux. Hein, et heureusement, certains travaillent plus que d'autres, certains sont plus compétents que d'autres. C'est une réalité. Et en France, on en tient compte, hein, puisque ça fait partie des éléments sur lesquels on peut se baser pour fixer ses honoraires. Mhm. La troisième chose, c'est la situation de richesse de la personne qui vous mandate.
Mhm. tenez compte toujours un petit peu de la situation de richesse. Pourquoi? En France, il y a ce côté très catholique qui est de dire, Mhm. vous êtes un peu le Robin des lois. C'est-à-dire que vous allez Mhm. faire en sorte que ceux qui ont un peu plus les moyens payent un peu plus cher parce que ça va Mhm. permettre à votre cabinet de facturer un peu moins cher ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Pour les États-Unis, la logique est un peu la même, mais elle est de dire, par contre, si vous avez de l'argent, vraiment, vous allez payer. Et donc là, Mhm. clairement, quand on sait qu'on a un couple présidentiel qui est votre client, bah oui, vous allongez la monnaie parce que de toute façon, tout le monde sait que vous avez des moyens et des largesses que les particuliers n'ont pas. Oui, mais officiellement, ils sont pas riches. Officiellement, ils sont même pauvres, j'ai envie de dire, c'est même très inquiétant d'avoir des personnes qui n'ont pas réussi à faire fructifier leurs affaires à la tête de l'État, parce que quand vous n'avez aucune notion de business, d'entreprise, d'équilibre financier, eh bien évidemment, ça donne lieu à des dérapages budgétaires comme on a pu le voir ces dernières années. Donc, comme quoi, il fait pas Bah beau. oui, pour un ancien banquier d'affaires, secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre et président de la République, il n'a pas grand-chose. Ben non, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas su faire fructifier son capital. Donc, c'était pas une très bonne idée, je pense, de l'avoir à la tête de l'État, parce que quand vous dites on fait un chèque d'1 milliard ou 2 milliards à l'Ukraine, comme ça, il faut lui retirer le chéquier, hein, évidemment, parce que là, il y a un vrai problème. Il serait un chef d'entreprise, il serait déjà en faillite, et puis surtout, il serait poursuivi à titre personnel, parce que là, on a des fautes de gestion manifestes. On ne peut Bien pas avoir sûr. 1 000 milliards de déficit, pouvez pas faire Alors, ça dans une entreprise. on peut savoir, on a une possibilité, nous, de savoir, soit après, hein, peut-être que ça viendra après, mais est-ce qu'on peut savoir à peu près qui a payé? Oui, on peut le savoir. Alors, comment on peut le savoir? Bah, c'est simple, hein. Il va falloir qu'on demande à la Cour des comptes, il va falloir qu'on demande à la CADA des documents administratifs, mais les notes de frais, les frais qui auraient pu être exposés par le couple Macron font partie des documents administratifs communicables et il va falloir se battre pour les obtenir parce que je peux vous assurer qu'ils ne vont pas vous les communiquer. C'est vachement important, ça. Mm. Non, mais là, ils pourront pas faire non plus les choses comme ils veulent, en réalité. On espère Peut-être. qu'il reste un peu, voilà, un petit peu de principes fondamentaux et d'intérêt général au sein de cette République, parce qu'on a quand même le sentiment qu'ils sont tous copains et qu'ils sont tous en train de se couvrir. Et ça devient de plus en plus manifeste. C'est évident. On pourrait peut-être même apprendre que c'est un tiers qui leur paye, ce qui est un vrai problème politique d'indépendance. C'est une autre solution, parce que moi, j'en vois pas de solution pour l'instant. Je ne comprends pas pour l'instant. Si on nous dit que c'est de manière certaine pas le contribuable et que c'est eux, je ne comprends pas comment c'est possible. Ou alors, il y a un mensonge sur la déclaration de patrimoine. On oserait le penser, on n'oserait pas le penser. Bon, rappelez-vous, Cahuzac, droit dans les yeux, à l'Assemblée nationale, qui nous disait qu'il n'avait pas de compte en banque en Suisse, hein. Oui, bien voilà. En tout cas, on a une arme, on a une possibilité. C'est très, très, très intéressant. On laisse ça sur le feu pour l'instant. Oui, justement, notre cher Macron, puis l'Europe, très intéressant ce qui se passe. Vous avez vu que le réseau social X de Elon Musk a été mis à l'amende par l'Union européenne au titre du DSA, règlement européen DSA, 120 millions d'euros d'amende pour les coches bleues. C'est complètement délirant, enfin c'est un prétexte. Et en plus, la Commission européenne annonce que l'enquête se poursuit, hein. Donc ça peut monter très haut, voire aller vers des bannissements temporaires ou définitifs du réseau sur le territoire de l'Union européenne. Et Musk a réagi, et toute l'administration de Trump a réagi très fortement. Et la meilleure défense étant l'attaque, ils ont attaqué très lourdement l'Union européenne, demandant sa dissolution, son abolition, le retour de la souveraineté des pays, etc. C'est intéressant. Euh, Ce fameux DSA, euh, est-ce qu'il est bien, à votre avis, compatible avec nos principes de droit sur la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît, je sais bien que c'est du droit supranational, donc c'est compliqué, mais euh, est-ce qu'on peut dire des choses à ceux qui nous regardent là-dessus et sur la manière dont on pourrait attaquer ce genre de réglementation? Le Digital Service Act, qui effectivement est une directive européenne, qui, comme toute décision de l'Union européenne, peut être contestée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Commencez à avoir une Ouais. petite expérience en la matière, donc évidemment, l'Union européenne, si vous voulez, c'est un peu comme en France. Vous avez des lois, vous avez des actes réglementaires hein, pris par un décret arrêté, et vous avez des règles qui leur sont supérieures, sur lesquelles on va regarder si elles sont compatibles. Pour l'Union européenne, c'est pareil. Vous avez des règlements, des directives, et vous avez le traité de l'Union européenne et le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui sont une sorte de constitution européenne, hein. C'est ce qui a été adopté en 2007, juste après ce référendum de 2005 dont tout le monde a encore un petit peu en travers de la gorge. Et donc, ce sont ces deux actes fondateurs de l'Union européenne sur lesquels il y a les grandes libertés fondamentales qui sont
écrites à l'intérieur de ces textes et sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir dire si tel ou tel acte, tel règlement ou telle directive est compatible. Le problème, c'est qu'on n'est pas non plus très nombreux en France à contester ces dispositions devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et je pense qu'on aurait tout intérêt, en tout cas les avocats français auraient tout intérêt, à se saisir davantage de cette question. Maintenant, le problème, c'est que nous, en tant qu'avocats, on ne peut pas s'autosaisir. Donc, il nous faut un client qui a un intérêt à agir et qui va aller contester devant la Cour de justice de l'Union européenne l'acte réglementaire de l'Union européenne qui, aujourd'hui, pose problème. Donc, le Et Digital là, Act, aucun réseau social ne l'a fait à votre connaissance? Parce qu'eux, ils auraient intérêt à agir. je n'en ai pas entendu parler, et effectivement, ce seraient les premiers concernés. Ils auraient tout intérêt à aller contester ces dispositions directement devant les cours de justice de l'Union européenne. Musk, il est plus quand même dans une optique de combat politique. Il a T'as Trump avec raison. lui, c'est la première puissance mondiale. Je ne sais pas trop à quoi sont en train de jouer nos dirigeants européens, mais s'ils veulent nous mettre hors de course avec un des derniers pseudo-alliés que nous avons, parce que les Américains ne bossent pour les Américains, ils ne bossent pas pour l'Union européenne, mais aujourd'hui, si on n'a pas les États-Unis derrière nous, on n'a pas de souveraineté. Rappelez-vous, c'est bien ça le problème. On a énormément d'entreprises françaises qui étaient des fleurons qui ont été rachetées par les États-Unis. Et oui. Aujourd'hui, sans les États-Unis, on ne fonctionne plus. Il n'y a plus Google, il n'y a plus les réseaux sociaux, il Oui. n'y a plus le marketing, il n'y a plus l'entreprise. Enfin, tout s'arrête. Donc, on est dépendant d'eux. Donc, il faut qu'on sorte de cette dépendance. C'est pour ça que les idées que vous mettez en avant, elles sont extrêmement importantes. Sans souveraineté, il n'y a pas de liberté. Si on n'est pas libre, on ne peut pas tenir tête aux États-Unis. Or, les Bien sûr. États-Unis ont des intérêts qui sont divergents de l'État français. Et ça, si on ne le comprend pas, eh bien, on ne peut pas rentrer dans ce rapport de force avec Bien Musk. sûr. Aujourd'hui, on est des manchots parce qu'on joue avec une main derrière et une main bordée dans le dos. Oui, oui. Et là, pragmatiquement, c'est vrai qu'avec l'administration de Trump et Musk, sur certains sujets, on peut nous se servir, voilà, de manière pragmatique, on peut utiliser à un moment une alliance de circonstances sur, par exemple, ici, le combat pour la liberté d'expression ou Tout à contre fait. l'existence même de l'Union européenne, puisque c'est ce que dit Musk maintenant. Euh, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer un combat politique, et il a raison de le faire, un peu en mode bulldozer d'ailleurs, il a mille fois raison de le faire. Mais en même temps, on pourrait imaginer qu'il sature de plaintes, parce qu'il a les moyens de le faire. Mais La on se fera un culture. plaisir de travailler pour lui s'il veut, hein. Voilà, je pense que vous pourrez demander beaucoup, parce qu'il a beaucoup. N'hésitez pas à Ah, peut-être pas augmenter, 5 millions, mais oui, oui. vous pourrez augmenter les honoraires. En tous les cas, non, mais ouais, c'est vrai, on pourrait imaginer ça, parce que malgré tout, l'Union européenne, je pense qu'elle n'aime pas trop avoir des montagnes de plaintes à gérer. C'est aussi pour elle du temps, de l'énergie, de la dépense. Et je pense que ça vaudrait le coup. Et puis, ça l'oblige aussi à argumenter, à se dévoiler. C'est aussi ça l'intérêt d'un procès, c'est que vous les forcez à parler. Et ils donnent leurs vrais arguments, peut-être. On apprend des choses. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant. Ça, voilà, c'est une petite interrogation. Je me demande pourquoi ils ne le font pas. Mais proposez-lui vos services. Je vais peut-être lui écrire, mais après, vous savez, on n'a pas le droit au démarchage en France, hein. Vous ne pouvez Ah pas bon? écrire Vous n'avez pas spontanément le à droit à quelqu'un ça? qui ne vous a pas sollicité. Non, c'est interdit, c'est très Bon, je vais le subtil, faire hein. à votre place alors. Mais effectivement, mettez-moi en relation, effectivement, on pourra J'ai pas le discuter avec contact, lui. j'ai pas encore le 06, mais Pas encore. ou le 001. En tous les cas, voilà, mais non, non, je réfléchissais ensemble avec vous à tout cela parce Non, mais ce serait que, effectivement une très bonne idée. ouais, Je pense que ils ont des moyens. ils ont les moyens, et puis il y a plein d'acteurs économiques, politiques qui pourraient avoir un intérêt à procéder ainsi. Il y a le rapport de force politique, Il faut mais il y a l'ensevelir, aussi l'Union ce européenne. rapport juridique qui pourrait être engagé. Oui, tout à fait, il faut l'ensevelir d'ennui. Moi, je pense beaucoup à cela. Il faut ensevelir tous ces dirigeants d'ennui, de problèmes. Il faut occuper leur esprit et leur temps. Pendant ce temps-là, ils font moins de bêtises d'ailleurs, parce qu'ils n'ont juste pas le temps. Enfin, je pense qu'il y a des choses toutes bêtes pendant ce temps-là. On mène le combat à côté, mais je crois que l'arme juridique est aussi intéressante, ne serait-ce que pour ça. En espérant gagner, évidemment, mais aussi pour gagner du temps. Bref. En tous les cas, sur les principes, la défense de la liberté d'expression, est quand même un point important. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une personne qui serait censurée elle-même, là je ne parle plus du réseau, mais une personne, un utilisateur, en vertu de ce règlement, pourrait elle aussi avoir un intérêt à agir? Tout à fait. Tout à Ouais, fait. Vous avez évidemment les fondateurs des plateformes qui sont censurées, ça c'est clair, mais également les personnes qui utilisent la plateforme et qui se retrouvent censurées. ouais, tout à fait. Ça, c'est intéressant. Peut-être qu'il pourrait communiquer en disant j'ai dû faire ça à cause de la réglementation européenne. Et à partir du moment où on le sait, on peut attaquer. Peut-être. Ça peut être en tout cas un axe C'est intéressant. une piste à explorer. De toute façon,
les recours juridiques sont des pistes à explorer. D'une part parce que ce sont des recours qui sont légaux, et d'autre part parce que c'est aussi une manière de tenir tête à un déferlement autoritaire. Bien sûr. Non, non, on réfléchit effectivement ensemble à beaucoup de choses et je pense que il faut réfléchir à plein d'actions et de solutions possibles. Voilà, on va s'arrêter là. Vous avez peut-être des combats, vous, d'autres, même qui sont en dehors de nos actions communes sur le feu, dont vous voudriez Bah, nous parler? peut-être deux sujets pour clôturer, si vous me permettez. Je vous en La prie. question des soignants suspendus, toujours nos Ça 400 intéresse tout le soignants monde. qui sont devant les juridictions françaises et surtout devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque Ouais. vous savez, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire condamner l'État. Ouais. Et voilà, on n'a pas lâché le combat, on continue, je mouille la chemise. C'est C'est en du cours, ça. C'est en c'est toujours en cours, il y a toujours des soignants qui nous font appel à nous, et encore une fois, je le rappelle, 31 décembre 2025, avant d'être prescrit pour 2021. Et chaque année, vous allez perdre une année d'indemnisation. D'accord. Donc, évidemment, il faut agir rapidement parce qu'on est toujours dans la course devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si la Cour condamne la France, ça veut dire indemnisation, mais indemnisation si vous n'êtes pas prescrit. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, mon Pour cher vous Fabien, contacter, je rappelle qu'on met le lien de votre site sous en description. Voilà, parce qu'il y a des gens toujours qui me demandent après comment on le contacte. Bah, là. Voilà. ouais, ou si vous tapez sur Internet, généralement, on est assez vite. Oui, vous avez votre chaîne YouTube, mais YouTube, c'est plus compliqué de contacter sur YouTube, mais sur X aussi, peut-être qu'on peut vous Oui, contacter. tout à fait. Ou même en tapant sur Google, on a un site qui est plutôt bien Bien fait, sûr, bien sûr, bien sur sûr. lequel on On peut nous oublie contacter. Google. On est en train d'oublier Google. C'est vrai qu'on est en train d'oublier. Et la Ouais. deuxième chose, petite décision, je ne sais pas si vous l'avez vu, le tribunal administratif de Nouméa a condamné la France dans la gestion catastrophique des émeutes de Nouvelle-Calédonie de mai et juin 2024. Ah non, je l'avais pas vu. Ok. Eh ben, c'est sorti, j'ai communiqué dessus, je fais une émission spéciale sur ma chaîne là dans les prochains jours. J'ai récupéré la décision auprès du tribunal administratif, on va l'analyser. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Calédoniens qui ont été spoliés, qui ont perdu leurs biens, qui ont eu des préjudices, peuvent demander des comptes à l'État. Ça, on le savait D'accord. déjà, on savait que c'était possible. Il y a une Ouais. loi qui prévoit ça, qui prévoit l'indemnisation du fait des attroupements illégaux. Donc, c'est un régime de responsabilité qui existe, qui est pas connu, qui est vraiment très peu connu, y compris par les avocats, et qui vous permet d'engager la responsabilité de l'État. Et bien voilà, c'est pas que de la philosophie, c'est du juridique, c'est concret, c'est 24 millions de condamnations pour Allianz. Donc, pour l'instant, ce sont les grosses compagnies d'assurance qui ont avancé dessus. Moi, j'ai le plaisir de représenter des dizaines de Calédoniens dans ces procédures. Donc, c'est une super nouvelle pour eux parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir être indemnisés. Donc, j'en suis ravi. Ça veut dire que quand même le droit, bah, ça finit toujours par payer. Mais pour Ouais. ça, bah, il faut engager l'action parce que si vous attendez les bras croisés, bah, il va rien se passer, évidemment. Bah, c'est très bien de conclure là-dessus. Action juridique, action judiciaire, action politique. En tout cas, action. Voilà. Ne pas être bras ballants en se disant on peut rien faire. Bien sûr qu'on peut faire. Bien sûr qu'on peut faire. C'est très important. Et bravo pour cette première victoire. Merci, cher David Guyon. Hein. Merci Donc, pour à très bientôt, lors d'événements, lors de vidéos, d'actions, et puis nos plaintes qu'on poursuit et dont on vous rendra compte à vous tous, voilà, au fil de l'eau, très prochainement. Merci beaucoup, David. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.